bonsoir. Bienvenue dans Haïti 58. À ce nous allons parler de sécurité. Pour nous permettre de comprendre plusieurs aspects qui gagnent dans la sécurité, puisque le dernier jour, c'est de ça qu'il s'agit. Dans le pays, il y a des gens à chaque fois qui entrent, ils sortent, ils dans la rue, ils entrent, ils font signe de la croix, ou bien ils mettent des genoux à terre, ou bien ils jettent de l'eau. Mais de toute façon, ils disent merci à ça, parce que dans la rue, il n'y a aucun monde, pas aucune garantie de sécurité. Je ne vais pas parler pour chef qui a une machine blindée, qui a un peu de sécurité ensemble avec eux, mais je vais parler pour la même population qui est livrée à eux-mêmes pratiquement dans la rue. À ce pour nous parler de sécurité et garder côté gouvernement, qui ça doit faire, nous invitons pour spécialiste en sécurité publique, professeur James Boyard. Professeur, bonsoir. Bonsoir Robinson et merci pour l'invitation. Première question, je vais demander, professeur, est-ce que même dans un en tant que spécialiste, vous arrivez à décrypter, vous arrivez à stratégie le gouvernement met en place pour gommer contre l'insécurité, pour gommer contre le kidnapping? Aussi, gagner dans JPO une stratégie pour ça? Et merci pour la question. Et avant de répondre, permettez-moi pour une minute pour moi un hommage public à 11 ans MIPAM qui décédé récemment, c'est Dr Yves Cadet. Malheureusement, je n'ai pas de disponibilité pour me capable d'assister à la funérailles. Et c'est peut-être une rare spécialiste également sur la question de la sécurité publique avec qui j'avais la chance d'échanger de manière scientifique, de manière académique. Moi, partager au magistrat puisque Dr Yves Cadet sont habitués dans la. Oui, évidemment. Et pour me répondre à la question, est-ce que moi décrypter finalement et stratégie? Oui, ou bien est-ce que vous avez une stratégie dans le GPO en tant que spécialiste? Bon, nous sommes capables de dire qu'effectivement, nous avons une stratégie. Nous avons une stratégie que peut-être qui est capable d'articuler autour de 3 ou de 4 points. Et une stratégie qui est articulée autour de la question du renforcement de la mobilité et de la visibilité de la police dans les rues, à titre de prévention. Une stratégie qui est articulée autour de des actions de renseignement et notamment des renseignements de type opérationnel, de renseignements de type tactique. Une stratégie qui est articulée autour de la nécessité de renforcer les moyens ou les capacités opérationnelles de la PNH pour réaliser ça, les opérations coup de poing ou des opérations ciblées. Oui, nous sommes capables de dire qu'il y a une stratégie. Mais le problème, ce n'est pas vraiment la question de la stratégie. Parce qu'avant de nous parler de stratégie, ce qui est important, lorsqu'on définit une stratégie, il faut définir le problème, c'est-à-dire les facteurs du phénomène. Quels sont les facteurs en cause dans l'insécurité ou dans la criminalité? C'est ça, le plus souvent, qui fait défaut dans toute stratégie que l'autorité qu'on ait élaborée pour lutter contre le phénomène de l'insécurité. Alors que nous assistons à une insécurité qui a des causes multifactorielles. Non seulement une insécurité de type multidimensionnel, mais une insécurité de type multifactoriel. Donc, force stratégie à tout, aligner sur cette complexité-là. Ou très théorique. Bon, pas théorique, plus scientifique. Parce que la théorie en Haïti a une mauvaise connotation. Et quoique la théorie ailleurs a une meilleure connotation, parce que sans la théorie, nous n'avons pas une bonne pratique. Claire, moi, avec théorie, moi, inscrit dans le Kurt Lewin qui dit rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie. C'est pas côté négatif là, je prends dans la théorie. C'est plutôt dans le GEPA où est une stratégie, alors que la population n'a pas de résultat, c'est la mienne. Bien évidemment, parce que l'on a parlé de stratégie qui mettait en place pour lutter contre l'insécurité. Vous mettez au centre de cette stratégie un acteur, la police nationale, comme premier acteur ou comme seul acteur. Mais le problème, c'est que la police nationale ne peut pas être le seul acteur en matière d'implémentation de stratégie pour lutter contre l'insécurité, contre la criminalité. Parce que, comme je disais, la criminalité ou l'insécurité est de type multifactoriel, multidimensionnel. Eh bien, la police nationale pas capable seul acteur. Et en plus, non seulement pas le seul acteur, et parmi les acteurs à définir, à s'engager dans la lutte contre l'insécurité, la police nationale ne peut pas être le premier acteur. Qui est acteur de D'abord, il y a des acteurs gouvernementaux, des autres ministères, même le ministère de l'Intérieur, même le ministère des Affaires sociales et sont concernés, même le ministère de l'Éducation nationale est concerné. Pourquoi? Parce que l'on n'a pas parlé de causes multifactorielles. Il faut rappeler nous que l'insécurité, ça n'est là. Il y a des facteurs sociaux, pauvreté
manque d'éducation, pauvreté, manque d'éducation, la démographie, la jeunesse de la démographie haïtienne, eh bien, pour facteur ça, c'est pas la police qui est concernée. Donc, pour résoudre question pauvreté, l'extrême pauvreté, question et manque d'éducation, c'est pas la police. Il y a des facteurs, effectivement, il y a des facteurs institutionnels, parce qu'il y a une faillite des institutions ou de certaines institutions régaliennes, notamment la police, la justice, soit par manque de moyens ou par déficit de stratégie. Là, la police peut être concernée, mais il y a des facteurs politiques aussi, et il y a des facteurs de type économique. Des facteurs politiques, c'est avec les rapports développés par les politiques, d'accord, par les politiques avec certains gangs armés, et des facteurs d'ordre économique et commerciaux, parce que faut nous rappeler tout qu'il y a des rapports développés par des secteurs, en fait, par des éléments du secteur des affaires, pour préserver des monopoles, des monopoles illicites sur des ports, sur la douane, ou encore pour capable et profiter d'un ensemble de contrats de marché public. Et tout ça, c'est des facteurs c'est des facteurs explicatifs déterminants dans cette insécurité-là, dans ce niveau d'insécurité. Et m'a rappelé que niveau insécurité n'a fait face là, c'est pas un niveau d'insécurité de type judiciaire encore. C'est un niveau d'insécurité de type défense. Donc, si c'est un niveau d'insécurité de type défense, c'est parce que l'ampleur de la criminalité, l'ampleur de l'insécurité peut... Quelle est la différence? La différence, c'est que là, nous avons une insécurité de type judiciaire, c'est un niveau d'insécurité gérable par les institutions ordinaires. Quelles sont les institutions ordinaires? Eh bien, c'est la police et les tribunaux ordinaires. Alors que les nous avons une insécurité de niveau de défense, faut nous faire intervenir d'autres types d'institutions. Par exemple, des fois, ce sont les forces armées qui sont capables d'intervenir dans ce type d'insécurité. Parce que nous, une situation critique d'insécurité. Oui, c'est une situation critique qui est capable d'affecter la survie même de l'État. La survie même de l'État. Donc, c'est pour ça que vous parlez d'insécurité de niveau de défense, de type défense. Donc, et même là, on a fait intervenir des tribunaux, des fois, c'est des tribunaux spéciaux. Vous voyez? Donc, il faut nous compter des procédures spéciales dans la lutte de cette insécurité. OK. Maintenant, est-ce que le fait que nous n'avons pas joué un résultat que la population attend, c'est parce que c'est simplement la police qui a intervenu dans l'insécurité? Parce que ce bail, il y a un ensemble d'institutions qui doivent intervenir parallèlement avec la police dans établir l'insécurité dans le pays. C'est parce que c'est seulement la police qui a intervenu? Justement, c'est parce que c'est seulement la police. Et la preuve, c'est que si nous prenons un aspect particulier dans l'insécurité, qui c'est la lutte, qui c'est les gangs armés, donc un aspect particulier dans la stratégie de lutte contre cette insécurité, qui est la lutte contre les gangs armés, n'a pas que c'est seulement la police. Alors que dans la lutte même contre les gangs armés, cette lutte ou cette stratégie doit être articulée autour de trois stratégies que nous baptisons la méthode des 3C. Par exemple, première étape là, c'est le confinement. Parce que moi-même, j'ai un monde qui employait le mot confinement bien avant l'émergence de la COVID-19. Le confinement, côté où déployer les forces et de telle sorte à empêcher ces gangs armés de déborder sur les grands axes. Bien entendu, nous passer tant période pour nous adopter confinement, eh bien nous passer déjà. Parce que faut nous déployer des forces pour empêcher justement ces gangs armés de déborder sur les grands axes, puis opérer des actes de détournement de camions, des actes de kidnapping, etc. Et pendant la période de confinement, qui n'est pas supposée trop longue, il faut nous investir dans des renseignements de type tactique, dans des renseignements de type opérationnel, peut-être pour nous capables de passer à la deuxième phase. La deuxième phase, le deuxième C, c'est la confrontation. Parce que tôt ou tard, il faut engager des actions pour être capable de détruire les infrastructures justement de ces gangs armés. Parce que les gangs armés, leur localisation, leurs foyers sont connus. C'est ce qui est bizarre. C'est ce qui est particulier dans la situation de criminalité en Haïti. C'est que les lieux, les quartiers généraux de ces gangs armés sont connus. La localisation de ces gangs armés est connue. Donc, ce qui fait que
faut nous détruire justement les infrastructures de ces gangs armés, faut nous procéder à arrestation, à ce qu'on appelle la neutralisation de ces gangs armés, avant de nous passer à la troisième phase. La troisième phase, c'est la consolidation. Mais dans la consolidation, la police pratiquement pas concernée. La consolidation de la paix, c'est les ministères sociaux de l'État, tels que ministère intérieur, ministère Affaires sociales, ministère de l'éducation, même le ministère à la condition féminine est concerné parce qu'il y a une problématique de genre également dans ces zones-là. Vous voyez? Maintenant, professeur, ça, la police toujours mettait devant, sur parler là d'intervention, dans base gang yo, c'est que yo voulait pour yo pas faire dommages collatéraux, puisqu'on connaît gang yo entrant dans la population, qui doit prendre Village de Dieu, qui doit prendre Grand Ravine. Comme on a dit, gang yo protégé tête par population. Ça va rendre compliqué, opération. Ça va rendre compliqué pour ça, c'est parce que au moment pour adopter telle stratégie, depuis quitter le momentum l'an passé, cette stratégie-là n'est plus possible. Parce que nous avons un moment où pas de autant de mélange entre les gangs et les membres de la population. Nous avons une époque, nous avons un moment où la population elle-même était victime et de ces gangs, ils étaient prêts justement pour collaborer. Et bien, nous pas saisi au moment ça justement pour nous être capables de mettre en œuvre cette stratégie de confinement et de confrontation. Maintenant, le fait d'avoir laissé ces gangs aussi à l'aise pendant une certaine période de temps, eh bien, ils ont même développé pour stratégie, ils viennent comprendre tout que ils ont tout intérêt à se mélanger avec la population. Parce que ne pas oublier que ça ne les gangs armés ça ils pas commencé comme gang armé. Ils ont une histoire. Ils ont commencé d'abord par se constituer en base. Ça y aurait les bases, ou après des gains de quartier, bases de quartier, parce que c'était la dynamique de regroupement identitaire des jeunes. C'est pour cela que c'est pas étonnant que c'est des jeunes pratiquement qui constituaient ces gangs et ces bases. Parce que c'était des jeunes justement qui regroupaient pour des questions d'identité. Vous comprenez? Maintenant, deuxième, il ne parle pas ça en deuxième dynamique d'autodéfense. Ça, quand on parle constituer, ça aurait les comités de quartier. Mais les comités de quartier, c'est pour défendre le quartier contre des menaces venues de l'extérieur, telles que voler cap de l'autre côté, vous comprenez? L'autre base. Ou bien l'autre base, justement, cap venir attaquer. Donc, ils étaient venus constituer tête en ou mafia protectrice. Mafia protectrice là, c'est un rapport positif que gang ça a été développé avec la population locale. Maintenant, malheureusement, ils ont passé de cette dynamique de mafia protectrice à une autre dynamique, c'est la mafia perceptrice. Maintenant, puisque ils sont à l'aise, ils sont conscients de force et d'influence et de domination sur la population, non seulement ils ont un territoire, mais ils profitent également de leur force et de l'absence de l'État, puis ils percevoir des taxes indues. Des taxes indues, taxes sur l'habitation. Pour tout le monde qui habite dans la zone, ou une petite cotisation pour bail. Ils ont carrément remplacé l'État. Ils ont remplacé l'État, ils ont remplacé le fisc, carrément. Taxes sur le commerce. Toute activité commerciale supposée. Courant, par exemple. Justement. Taxes sur l'exploitation et des sources d'eau, etc. Sur la distribution de l'eau, la distribution de l'électricité. Taxes. D'accord? Mais ça qui est grave là, c'est que, et c'est pas seulement la population civile là qui vient victime et la main gang armé à partir de la dynamique de mafia perceptrice. Même les autorités politiques aussi ont été victimes. C'est pour cela que vous parlez que les autorités politiques ont développé deux types de rapports avec les gangs armés. Il y a des rapports passifs et des rapports actifs. Rapport passif là, c'est lorsque l'autorité politique est plus victime. Victime parce que si nous sommes candidats à la députation, etc., et même à la présidence, pour accéder à l'électorat de la zone, il faut payer un impôt. Le droit d'avoir accès à l'électorat, droit de réunion, droit de passage. OK? Et gouvernement de manière globale, et ce n'est pas un seul gouvernement qui fait, c'est des gouvernements successifs, malheureusement, qui entrent dans la logique ça, eh bien, ils soumettent certains gouvernements à ça un impôt de paix. Un impôt de paix à travers ce qu'on appelle le cash for peace. Eh bien, s'ouvre pour gagner la paix dans la zone, eh bien, il faut payer. Et en plus, le gouvernement prend en charge ça, malheureusement, il paye, il est capable d'obtenir justement un bémol. Maintenant, professeur, vous soulignez là, et c'est en évidence. Gang yo,
côté où il y a tout le monde connaît, base tout le monde connaît, les fait kidnapping yo tout le monde connaît c'est tel côté où c'est grand ravine qui est Bounio yo connaît la police connaît. Au-delà de tout de dommages collatéraux, la police dit que le pas fait. Est-ce que la police paraît impuissante face à ce phénomène ça ou bien pas une volonté politique pour non seulement dans le premier temps contenir et éliminer gang ça? Et premièrement, pour me répondre à la question stratégie, je me dis que ce qui est important, ce n'est pas d'abord la stratégie, c'est définir les causes, les facteurs, pour capable bien définir une meilleure stratégie. Maintenant, on finit définir les facteurs ou définir stratégie, mais ce qui est important pour implémenter la stratégie, c'est les moyens. C'est les moyens. Maintenant, c'est pour dire tout, est-ce que la police nationale a les moyens convenables, appropriés, pour passer à la deuxième étape, ça, qui c'est la confrontation. La confrontation. Parce que, où est une tentative d'incursion qui fait de la police dans ces zones, nous qui résultat le bail, pour ça, parce que moyens pas appropriés. Ça, les blindés, il n'y a pas vraiment des blindés, mais c'est des blindés de type de patrouille. C'est des véhicules de patrouille, des véhicules de transporteurs de troupes. Alors, ce qu'il faut pour ces genres de situations, c'est d'autres blindés qui sont capables de faire pénétration. Qui sont capables de faire pénétration, c'est à les blindés les blindés d'appui-feu. Les blindés d'appui-feu. D'accord? Et c'est des blindés multi-usages. Donc, ce qui fait que éléments de force, agents de l'audio capable de rentrer dans le blindé, ils font pénétration avec blindé, ils opèrent dans blindé, et blindé protégé et de manière convenable, parce que partie dans blindé qui puisse exposer et bandit comme ça, c'est là où tout visé, c'est devant pour atteindre radiateur ou bien pour atteindre caoutchouc. Et bien il y a des blindés de type appui-feu. Premier côté qui est protégé, c'est devant ces radiateurs, justement, et avec les nœuds. Vous voyez? Les autres marchés blindés, ça, il n'y a pas tout comment débattre ça, on a police là. Bon, il y a des informations que je ne peux pas partager là en public. Effectivement, je pensais que il y a des propositions qui étaient faites, justement, pour ces gens d'acquisition. Mais il y a acheté ça et acheté là. Malgré ça. Alors, le problème, c'est que les gens qui élaboré et sur les besoins, peut-être que ce n'est pas même Mounza. Il dit pas national, il souvent dit pas les national qui fait tout ça au-delà des recommandations qui étaient capables de venir pour côté expert. On connaît que les bagages sont capables d'intervenir pour plusieurs raisons. Maintenant, je reviens sur la question. Impuissance de la part de la police ou manque de volonté politique face à l'insécurité, ça, professeur? Moi-même, je pensais que il y a un déficit de moyens. Un déficit de moyens. Moyens pour la police. Et moyens pour la police. Moyens pour la police. Et peut-être, nous sommes capables de dire un déficit en termes de façon que l'institution soit capable d'appréhender facteurs qui en cause pour. Et je trouve que moyens, c'est politique là, à la police là. Si la police n'a pas de volonté, pas de moyens, non, professeur? Bon, moi-même, je ne suis pas capable de courir d'ici en absence de volonté carrément, parce que la sécurité, c'est la première fonction régalienne d'un État, donc d'un gouvernement. La sécurité, c'est l'un des critères d'évaluation de la performance d'un gouvernement. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une sécurité, ça va remettre en cause la légitimité même d'un gouvernement. Donc, un gouvernement n'a aucun intérêt à ne pas donner la sécurité. C'est à sa charge. Il y a des gens qui ont l'autre façon. Possible. Oui, mon opposition de l'autre façon, il dit que le gouvernement crée un système de terreur que nous avons là-haut, nous avons peur, ils n'ont pas sorti, il y a des quartiers qui ne peuvent pas passer, là-dedans, puis on peut mettre des milliers, des centaines de milliers de monde dans la rue, donc ça fait affaire, et pour voir, lorsque il y a un genre de sécurité, ça. Évidemment, c'est ça m'évoquer, l'opposition dit ça tout. L'aime dit que les politiques, je parlais de manière globale, les politiques, y compris des gens proches du gouvernement ou dans le gouvernement, ou des gens proches d'autres secteurs non gouvernementaux. Eh bien, j'aime parler que politique, ça a développé deux types de rapports avec les gangs armés. C'est des rapports passifs et des rapports actifs. Rapport passif, c'est les victimes de gangs armés. Ils sont obligés et répondre à des idératas gangs armés. Mais ça, c'est rapport passif là. Rapport actif là, encore plus mauvais. Eh bien, c'est là que les politiques ont décidé d'instrumentaliser gangs armés à leur propre fin.
pour leurs propres besoins. Et politique, ça aurait été le gouvernement ou l'opposition? Dans les deux secteurs. Okay. Dans les deux secteurs, parce qu'il y a des informations et des renseignements qui baillent justement et qui montraient qu'il y a des rapports de proximité qui développaient entre certains politiques et certains gangs armés. On se souligne là, c'est pas seulement politique, il y a le secteur privé qui a dans tout. Oui, qui est obligé de pactiser avec le gouvernement. Oui, pour d'autres raisons. Parce que le secteur privé à ça l'a cherché, c'est pour le développer, ça aurait des pratiques commerciales restrictives, parce que lui-même n'est pas les concurrences, et bien il veut qu'il y ait un monopole, soit sur des douanes, soit sur des ports, donc ce qui fait que pour les préserver leurs propres intérêts commerciaux ou des intérêts ça c'est côté mafieux, ça c'est côté mafieux. Justement. On dit là, mais ils ont investi également dans la déstabilisation à travers l'instrumentalisation des gangs armés. Vous l'avez aspect tout. Par exemple, si entreprise est sous territoire en gang armé, il y a le choix qui est pactisé. Non, là c'est rapport négatif là, c'est rapport passif là. Là, ça, et entreprise là, ils viennent victimes. Et homme d'affaires ça, ils viennent plus victimes de gangs armés. Parce que c'est pas faute, c'est faute l'État qui est absent. Qui est absent ou bien qui n'a pas de capacité. Balis et sécurité, lui-même, il cherche sécurité autrement. Mais par contre, il passe le plus souvent à une autre étape. C'est là il finance justement les gangs armés pour instrumentaliser, pour préserver justement des intérêts commerciaux. Maintenant, professeur, on a regardé plusieurs mesures autorités ont annoncées là. Mais il faut nous souligner que le phénomène kidnapping n'est pas là, je ne dis là. Faut que nous honnêtement pour nous dire ça, c'est pas un essal. Dès que temps là, nous dit ouais, toutes les batailles, Sinda remonté, on t'es Caspiro et administration et matériel a fait, etc. À l'époque, tu gagné des dirigeants de DCPJ qui débat résultats, on certains Rameau par exemple et Normil Rameau par exemple qui débat des résultats dans DCPJ, il est le directeur général et police là. Tout le monde critique qu'il n'a pas de résultats escomptés lorsqu'il vient prendre direction et police nationale là. Moi-même, pas aussi critique par rapport avec monde qui critiquait l'ancien DG Rameau sur l'absence de résultats. Et moi, je pense que c'est une mauvaise interprétation de passage à la tête de la police. Maintenant, quand on veut venir surtout, c'est dans mesures gouvernement annoncées. Ouais, mesures, président a annoncé mesures, premier ministre a annoncé et des mesures, président lui-même lui dit, il gagne UCREF, URCC, il bandé pour garder trace corps qui a passé dans le système financier à Banque Centrale tout, il demandé pour faire ça. Jovenel Moïse tout annoncé une cellule anti-kidnapping parallèlement à cellule anti-enlèvement qui était déjà cap travail dans et DCPJ. Et président tout annoncé centre d'appel, mes amis, un centre d'appel c'est bagaille qui c'est pas qui élémentaire qui devra gagner dans la police là, mais surtout président lui mettait avec le gouvernement dans l'ensemble pour annoncer un bagage que tout le monde a prêt à battre sur lui là, détenter vite machine et comprendre c'est ça qui va combattre insécurité. Dans les yeux experts pour professeur, comment évaluer ensemble de mesures ça? D'abord, il faut moi dire que personnellement, a fait tenter vite machine, pas jamais en faveur ça. Je ne jamais faveur ça, et ça fait après que le véhicule moins pas de tête là-dedans. Je n'ai ni sirène, ni gyrophare, parce que l'heure où on à certains niveaux d'autorité, de responsabilité, je pense que ce n'est pas tenter machine, ce n'est pas passer sirène avec gyrophare pour prendre priorité sous reste population. Au contraire, c'est reste population qui pour gagner priorité sur. Moi-même, je pense que au niveau de responsabilité, si ou pas qu'à rendre un service, ou faut préférer passer de manière incognito. Moun pas besoin qu'on ait si c'est autorité. Mais peut-être ça qui fait que après machine pas ni vite teinté, ni sirène, ni gyrophare. Et on est en position pour gagner. Oui, on est en position pour gagner. Mais je pense exploiter position moins autrement parce que c'est le service au public. Et d'abord, c'est le public avant tout. Ça c'est une chose. Et deuxième chose, il faut nous dire que malheureusement, il y a deux stratégies les établies ou des mesures les établies. J'ai l'impression que même avec la meilleure volonté, le fait que il n'y a pas sollicité les meilleures personnes, eh bien, stratégie ça n'est pas productive ou du moins c'est stérile. Et c'est ça qui vient plusieurs fois. On prend question et coopération ça a développé, assistance ça a développé avec la Colombie en matière de lutte contre le kidnapping. C'est toujours bon de développer
de la coopération avec des forces de police étrangères, des gouvernements étrangers qui sont mieux pourvus techniquement et technologiquement que nous autres. D'accord, c'est toujours bon. Donc, ce qui fait que la PNH aura toujours et beaucoup à gagner dans le cadre de cette coopération. Mais cependant, pour le kidnapping qui nous concerne là, et actuellement, parce que c'est un type de kidnapping, ce n'est pas le kidnapping qu'on a connu avant. C'est un type de kidnapping parce que ce kidnapping a une finalité politique. Ce kidnapping a une finalité politique. Il n'est pas économique? Écoutez, d'abord, on dit que moi-même, pour ça, je préfère éviter les facteurs sociaux de type pauvreté pour caractériser la cause de cette criminalité-là. Parce que nous voyons ça souvent dans la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Nous voyons gang, il y a des milliers de dollars américains, ils montrent comment ils ont dépensé, comment ils ont gagné. Et le kidnapping, ça il y a plusieurs cas. Côté Mounio, c'est 500, 300 000 dollars américains. Il y a même qui allait jusqu'à 1 million de dollars américains. Donc, là, la pauvreté ne peut pas expliquer cette criminalité. La pauvreté ne peut pas justifier les actions de ces gangs. Donc, ces gangs armés ont des objectifs autres que, ont des motivations autres que de faire l'argent seulement. Ils sont manipulés? Ils sont manipulés. Par qui? Évidemment. Par qui? Là encore, il faut comprendre qu'ils sont manipulés, pas forcément essentiellement par des secteurs nationaux, ils peuvent être manipulés par des secteurs externes aussi. Parce que l'instabilité de la République d'Haïti, l'instabilité du pays crée de la richesse pour d'autres pays. Expliquez ça. Parce que, écoutez, là où l'Haïti est instable, eh bien, cette instabilité donne politique, je parle d'instabilité politique, cette instabilité politique donne au gouvernement haïtien d'autres priorités, ou des priorités autres que celui du développement, que celui de la défense des intérêts nationaux. Est-ce que vous avez compris? Ce qui fait que il y a des entités étrangères qui peut-être convoiter soit le marché haïtien pour capable écouler des produits, leurs produits et leurs produits, ou encore soit qui convoitaient des richesses les mines haïtiennes, d'accord, les richesses minières. Eh bien, je connais que la meilleure façon pour réussir, c'est de transformer Haïti en ce qu'on appelle l'état minimal. L'état minimal, l'état failli, d'accord, l'état instable, dont les autorités politiques auront d'autres priorités que celle de préserver et de défendre les intérêts nationaux. Donc, un pays qui est en situation d'instabilité politique permanente, un gouvernement qui fait face à cette instabilité politique, non seulement va se donner la priorité de préserver, de gérer l'espace politique pour ne pas tomber, mais pour ne pas tomber tout, l'a obligé de faire des alliances, même si c'est des alliances contre nature, des alliances qui vont affecter à moyen et à long terme les intérêts nationaux, des alliances avec des entités étrangères. Mais en même temps, tout, lorsque il y a une instabilité politique en Haïti, nous, pays sous côté nous, pays conséquences là. Parce qu'en plus, on a quitté le pays pour aller chercher la paix en pays dominicain. Il a passé, il a traversé les frontières, il a pris Candé, même si Candé pas arrivé encore, et puis aller Miami, puis aller dans Antio. Oui, ça dérange aussi. Évidemment, c'est l'autre face de la médaille. Mais ça dérange. Mais pas dire que la République dominicaine, s'il y a possibilité ça pour instrumentaliser l'instabilité politique, pour entretenir l'instabilité politique en Haïti, eh bien, en termes de coût d'opportunité, il n'y a pas bien plus intérêt, justement, pour lui accepter les conséquences de l'immigration illégale vers la République dominicaine et sous possibilité pour lui exploiter le marché haïtien. D'ailleurs, où est que la République dominicaine, depuis quelques années, et ça a commencé avec l'ancien gouvernement, l'ancien gouvernement dominicain, eh bien, il n'a pas raté une occasion pour exploiter la situation haïtienne à des faits médiatiques et puis il est capable de gagner une ascendance internationale. Là, c'est une hypothèse, on n'a pas d'évidence. C'est pas une hypothèse, il y a des informations qui circulent. Ah bon? Il y a des informations, écoutez, il y a des fois où il y a au moins un cas où on avait identifié
et la présence d'agents de la direction des renseignements, d'intelligence dominicaine, dans des zones réputées difficiles ou non accessibles. Comme quoi, Jean-Baptiste la professeure, Dominicain a payé en bas, a alimenté. Même pour question. Instabilité, même pour question. Insécurité, même pour question. Écoutez, on ne pas parler seulement des Dominicains, mais il y a d'autres puissances peut-être majeures qui ont intérêt aussi. Les États-Unis. Pas besoin de citer non États-Unis. Mais écoutez, il y a d'autres puissances qui sont capables de intérêt. Ça va dépendre de qui ça va chercher en termes de privilèges. Je reviens sur la question, professeur Boyard. Mesure gouvernement et président avec gouvernement annoncé. Est-ce que Nangé, en tant qu'expert, ou est capable de porter solution à la situation? Non, évidemment, il n'est pas suffisant. Pourquoi il n'est pas suffisant? Parce que on fait face à un type de kidnapping qui a une finalité. Donc, si la finalité est politique, donc c'est politique. C'est des outils politiques qu'il faut utiliser pour résoudre le problème de manière durable. Ces stratégies vont peut-être limiter l'ampleur du problème, mais pour trouver une solution durable à ce problème, il faut compter avec d'autres outils, des outils plus politiques. Maintenant, en tout cas, dans l'autre aspect qui paraît en tout cas global, avant de nous aller dans l'aspect ça, je me demande, est-ce que 4 experts colombiens qui sont dans le pays, qui viennent renforcer, il y a plus passé 2 semaines depuis là, qui viennent renforcer la police dans le cadre des luttes anti-kidnapping, etc., est-ce que non, j'ai pas eu des résultats? Bon, écoutez, Bamzou, puisque vous avez insisté sur cette question, Bamzou de manière plus technique. Dis-moi. De manière plus technique, dans la lutte, dans la coopération pour lutter contre le kidnapping, ça, Haïti a besoin. La main des experts étrangers, notamment colombiens. C'est capacité pour localiser côté bandits sayoye. Ça nous a déjà. Eh bien, ça, nous connaissons déjà. Oui. C'est capacité pour identifier bandits. Mais les identités des bandits sont connues. Oui. Donc, la localisation des lieux de séquestration sont connus. La localisation des lieux, des théâtres d'opération et de ces bandits sont connus. Les identités de ces bandits sont connues. Donc, on pense aux besoins investis et ressources pour capable jouer une bagaille ça. Autrefois, oui, parce qu'autrefois, lorsqu'on parlait de kidnapping, les kidnappeurs, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas côté arrêté, nous ne connaissons pas identité. Donc, peut-être ça, nous avons besoin non seulement technique, mais également de la technologie capable de localiser géospatialement, justement, ces individus-là. Est-ce que c'est maintenant, nous avons plus besoin de moyens pour nous faire moyens opérationnels? Oui, mais moyens opérationnels, oui, pour nous faire des interventions de coups de poing, des opérations et des interventions ciblées, certainement. Mais si c'est politique c'est la politique qui est à la base de ce type de kidnapping, eh bien, autant résoudre le problème de manière politique aussi. Est-ce que, professeur Boyard, faillance gouvernement au niveau sécuritaire qui mettait Haïti, où un pays là, il pratiquement dit nous gagne l'EP, il mettait nous en quarantaine, est-ce que ça n'est pas capable d'arriver nos niveaux de pourriture à un point tel, il nécessiter une intervention étrangère encore? Oui, c'est le risque, parce que à chaque fois que les Nations Unies interviennent en Haïti, et ceci depuis 1993, 1994, date de la première présence armée des Nations Unies en Haïti, avec le retour de l'ancien président, Jean-Bertrand Aristide, eh bien c'était cette situation ça qui était qualifiée, qui te permettent les gens d'intervention sérieux, de qualifier Haïti comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. Donc, à chaque fois que vous avez une situation qui développe la CAIO, qui expose à ce que vous qualifiez comme une menace à la paix et à la sécurité internationale, eh bien, il y a des risques d'intervention. Et encore mieux, parce que depuis 2005, pas oublier que sur la base du militantisme du gouvernement canadien, eh bien, la communauté internationale a adopté un instrument important, un instrument international, c'est le principe R2P, c'est-à-dire Responsibility to Protect. Eh bien, la responsabilité de protéger, eh bien, fait l'obligation aux États, au gouvernement, eh bien, de protéger sécuritairement les populations sur
leur territoire. Lorsqu'on parle des populations, il ne s'agit pas seulement de ces citoyens, mais également de citoyens étrangers. Donc, ce qui fait que, on estime que si un gouvernement n'a pas la capacité, premièrement, et deuxièmement, n'a pas la volonté de protéger justement sécuritairement et ces habitants-là, eh bien, ça peut donner lieu à une intervention étrangère. Mais en même temps, est-ce que Covid-19 n'a pas changé le contexte? Parce que la nation État a notre priorité. Il a fait face avec Covid-19. Évidemment. Il y a une responsabilité envers la population d'abord pour protéger, puis mettre dans une situation plus ou moins acceptable par rapport à Covid-19 là. D'abord, c'est enjeu pour déterminer et choix d'intervention ou non. Enjeu, est-ce que coup d'opportunité est favorable pour une intervention en Haïti ou non de tel pays ou de tel groupe de pays? Mais capable de dire évidemment que depuis plus d'une décennie, les opérations de maintien de la paix, partout ailleurs, pas seulement en Haïti, sont devenues, il y a une mauvaise presse, sont devenues contre-productives, voire stériles. Ce qui fait que les grandes puissances qui gagnent habitude pour financer ces opérations de maintien de la paix, telles que les États-Unis qui financent à 25-26%, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne à 8%, le Japon à 6%, eh bien, ils ont décidé de financer moins ces opérations de maintien de la paix, notamment les États-Unis. Pas les États-Unis de Donald Trump, et seulement, mais bien avant Donald Trump, eh bien, on voit que le document qui s'appelle, qu'on appelle le livre blanc de la défense américaine, en fait, qui est considéré comme étant le livre blanc de la sécurité nationale américaine, adopté sous Obama, eh bien, il a déjà adopté posture ça, puis il a financé moins les opérations de maintien de la paix, parce que ça, il remettait en cause l'efficacité. Donc, ce qui fait que, on voit que dans les prochaines années, il y a bien moins d'intervention des Nations Unies dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Voilà pourquoi il faut nous accorder un intérêt particulier aux responsabilités de protéger, au principe de la responsabilité de protéger. Maintenant, est-ce qu'il y a une éventuelle, parce que nous beaucoup là, il y a une éventuelle opération étrangère dans le pays, parce qu'il y a échoué déjà plusieurs fois dans le pays. Alors, plusieurs modèles d'intervention échoués. Yeah. Est-ce qu'on va changer de comportement par rapport avec nous dans le type d'intervention qu'on a pu faire, si on a pu faire à l'avenir? Évidemment, parce que la communauté internationale, notamment les Américains, les Français et les Canadiens, ils ont comme mérite le fait de réévaluer à chaque fois leur bilan. Et sur la base de cette évaluation, ils vont comprendre que tel modèle d'opération n'est pas efficace. Et si tel modèle d'opération ou d'intervention n'est pas efficace, assurément, ils vont chercher le meilleur modèle, si ils pu intervenir. Et c'est ça possible. Et si ils pu intervenir, assurément, nous ne pas exposer à un modèle d'intervention de type MINUSTAH ou de type MINIJUS encore. Ça, c'est certain, parce que MINUSTAH est là pendant plus de 14 ans. Le bilan est extrêmement mitigé. Regardez en termes de résultats, jusqu'à présent, on parle d'instabilité politique, on parle de la problématique des élections. Comment le gars est là? Intervention, casser gang et bien aller? Bien ça? Non, mais tout est possible. Tout est possible. Des opérations limitées dans le temps et dans l'espace et des opérations ciblées. C'est-à-dire qu'il y a intervenu là avec des corps spécialisés, des corps spécialisés. Faire des interventions dans la ville, par exemple, Villa de Dieu. Surtout lorsqu'il y a des citoyens étrangers qui sont victimes. Parce que ce qui peut arriver aussi, parce que il y a ce qu'on appelle la coopération pénale internationale, la coopération policière internationale. C'est pas ça qui est arrivé avec deux Dominicains au décoin? Oui, je crois que moi-même, je ne suis pas trop en faveur de la posture de la République dominicaine, d'accord? Parce que la République dominicaine aurait tout à perdre dans une intervention en Haïti. Aura tout à perdre. Oui, on dit ça plusieurs fois. C'est bon. Mais maintenant, par contre, globalement, tout est possible. Pourquoi? Une intervention d'un seul gouvernement étranger en Haïti est possible aussi. Sur la base de quoi? Sur la base de la coopération policière internationale. Parce que le développement de la coopération policière entre les forces de police, eh bien, non, alors il y a deux types de coopération. Autrefois, on connaissait la coopération technique,
la coopération policière technique, la coopération technique policière. Aujourd'hui, on parle plus de la coopération policière opérationnelle. La coopération policière internationale et policière et opérationnelle ne se limite pas à la question d'échange d'informations, d'échange de formation et de bonnes pratiques, d'assistance et financière ou en termes de moyens matériels. Non, la coopération policière opérationnelle, c'est lorsque les deux forces de police étrangères se mettent ensemble pour réaliser des opérations conjointes sur un terrain. On est capable d'assister à ça, où deux forces militaires d'un même pays se mettent ensemble pour réaliser des opérations de terrain sur le territoire de l'un ou de l'autre. Vous voyez? Eh bien, nous sommes capables de... Ça l'a limité dans le temps et dans l'espace. La limité dans le temps et dans l'espace. Maintenant, un peu de monde a demandé qui côté l'armée nous en passé. C'est vrai qu'il n'y a pas de gros l'armée, mais on tient un embryon là, président Martin était commencé avec lui, Jovenel Moïse vient augmenter capacité lui, environ 400 militaires avec au état-major qui là. Les Congolais étaient capables de jouer dans le contexte ça, nous est là. Et là, on pose une question, c'est si moi j'étais peut-être une responsabilité et plus à un plus haut niveau. Non, là, à titre de spécialiste en sécurité, oui, même si il y a seulement 400, il y a une exploitation capable de faire avec eux. Assurément, il y a 400, mais c'est pas monde qui c'est pas des soldats qui exposait déjà à l'épreuve du feu. Donc, il y a beaucoup d'expérience sur le terrain. Il y a beaucoup fait la guerre. Il y a beaucoup fait la guerre. Donc, ce qui fait que, on ne peut pas compter sur expérience, sur capacité de gestion de certaines situations de crise majeure. Donc, on est capable d'exploiter les 400 à titre de visibilité dans les rues. Prévention? Prévention, mais à titre également de protection de certains sites stratégiques. Ou capable de déployer autour de certains sites stratégiques et force de police ou capable de déployer à la place qu'on est capable de réutiliser ailleurs. Vous comprenez? De même que dans certains endroits également, et périphériques, ou capable de compter sur des patrouilles mobiles de ces forces. Mais engager dans une action ciblée, dans une action offensive, même dans une action de type punitive, eh bien, c'est pas souhaitable. Professeur, on a fini avec, c'est comme on digression et dernière question ça à pied. Nous, dernier jour ça, là, gagné d'hier avec FBI qui vient en Haïti, qui est allé avec deux individus. Ils dit qu'ils sont fugitifs. Il y a des problèmes déjà aux États-Unis, ils sont américains d'origine haïtienne, Joseph L. Mathieu, qui est 4 d'actes dans le palais national. L'autre là sont certains Peterson et Benjamin, qui c'est numéro 3 selon la police gang dans le village de Dieu parce qu'il était kidnappé et plusieurs Américains débarqués au Bran. Est-ce qu'on peut assister ça pour d'autres pays et que des kidnappeurs, par exemple, t'as kidnappé un Français ou bien Dominicain, ils débarquent là, ils kidnappent qui fait ça, ils viennent au Bran. Ça existe? Et ils viennent au Bran personnellement, directement. En tout cas, c'est même genre nous FBI avec Eddie et ce fait là. Est-ce que c'est pas dans le cadre de cette coopération policière opérationnelle où ils sont assistés par des forces locales, des forces de police locale? Bien entendu. Oui, si vous assistez par des forces de police locale, oui, il y a conduit des opérations ciblées, des opérations limitées, des opérations conjointes. Vini prend les gens qui étaient arrêtés ressortissants. Oui, là encore, alors il faut se poser d'autres questions. Si il y a un accord, une entente, même si cet accord n'est pas un accord solennel, c'est un accord de type informel, parce que ça peut exister également, des accords de type informel entre deux gouvernements, permettant et justement à leurs forces publiques d'intervenir sur certaines régions, sur certaines zones de leur territoire. Maintenant, quitte à ce que ces forces soient assistées par les forces locales. Alors, question pour nous poser tête, non, est-ce que les aller avec deux individus, ça, nous avons parlé d'extradition. Là, non, on ne peut pas parler d'extradition. Il n'y a pas lieu de parler d'extradition, mais plutôt de renvoi ou de transfert. Parce que l'on a parlé de coopération pénale internationale, c'est ce régime juridique qui est venu avec la notion, le concept d'extradition. Et qui a fondé le concept d'extradition autour du respect d'au moins 5 conditions de fond. Par exemple, une condition de fond qui était respectée dans la situation, ça va évoquer là. Est-ce que tu as une demande d'extradition qui t'est faite formellement
qui était passé à travers les voies diplomatiques qui arrivaient joindre le ministre des Affaires étrangères haïtien qui voyait le ministre et justice la ministre justice la voyait le autorité judiciaire compétente là, du lieu de résidence de ces individus. Non. Est-ce que les autres conditions de fond étaient respectées ou étaient évoquées? Ce qui est basé à la même. Et c'est peut-être ça, ne pas parler d'extradition. De plus en plus, la communauté internationale, dans la lutte contre la criminalité organisée, la criminalité transnationale organisée, ils voulaient passer de la coopération pénale internationale à l'entraide judiciaire internationale. Donc, nous passons de coopération judiciaire internationale à l'entraide judiciaire internationale. Les nous l'entraide judiciaire internationale, nous avons parlé de transfert, nous avons parlé de renvoi. Justement, pas de réciprocité dans ce qu'on dit là. C'est ce qu'on a, ces gouvernements local là qui pour négocier réciprocité. Est-ce que Haïti a débarqué au pont américain et aux États-Unis, vient ensemble avec les Haïti? Alors, en droit international, en matière de négociation d'accord ou de traité, la réciprocité peut ne pas être une réciprocité de même nature. D'accord? La réciprocité peut engager d'autres échanges de valeurs. Peut ne pas être de même nature. Donc c'est au gouvernement haïtien pour qui est capable de réclamer d'autres types de réciprocité en échange de ça. Professeur, merci un peu, lui. Non, c'est moi pour remercier, surtout que c'est la première fois que je viens dans la CAI. C'est pas la dernière fois, c'est pas la dernière fois. Voilà, merci beaucoup, professeur James Boura qui était ensemble avec nous. Faut que nous honnêtement ensemble avec vous. Et je dis là, c'est avec spécialiste en sécurité publique, la professeur universitaire n'a pas parlé. Cependant, professeur Boura est occupé d'autres postes dans la fonction publique. Donc, je dis là, c'est essentiellement avec spécialiste en sécurité publique, nous n'a pas parlé. Merci, restez ensemble avec nous. Nous croisons notre lettre pour l'autre sortie. Bonsoir. Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, pour protéger néon, lunettes là pour protéger yeux. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de dégâts. Et mettre quoi qui veille quoi. Les amis changent la vie, mais on dit de temps en temps. Contre Corona, je protéger bouche, je protéger nem et mettre lunettes, mon papa, pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste.